TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 2 ponts en mauvais état dans le Pendial Ouest seront bientôt réhabilités. C'est dans le cadre du programme d'urgence de renforcement de la résilience de la population de la région des Savanes. Le ministre en charge du désenclavement et des pistes rurales était sur le terrain. Les détails à suivre. Il s'agit d'un trouble du neurodéveloppement, autrement dit des altérations du cerveau qui se mettent en place avant la naissance et impactent le langage, la motricité, la perception, les émotions, les interactions sociales. L'autisme, les causes et la prise en charge, dossier à suivre dans ce journal. Et puis ce village de forgerons Yoronou dans le Vaud, la forge est l'activité principale des populations. D'ailleurs, un géant marteau de plus de 19 tonnes y est implanté, à découvrir dans le courant de cette édition. C'était les titres de ce journal. Bienvenue, voici le 20h. Ouvrons ce journal avec ces travaux de réhabilitation de 2 ponts en mauvais état. Nous sommes dans le Pendial Ouest où les travaux viennent d'être lancés par le ministre Kanfitine Tchedeissa en charge du désenclavement et des pistes rurales. C'est dans le cadre du programme d'urgence de renforcement de la résilience de la population de la région des Savanes. Le compte rendu de Gérard Lagoudou depuis les Septentrions. Le programme d'urgence de renforcement de la résilience dans la région des Savanes n'a pas laissé de côté les besoins de la préfecture de Pendial Ouest. Dans la commune Pendial Ouest 2, les travaux liés au désenclavement et aux pistes rurales sont prévus et sont en phase de lancement. En saison pluvieuse, la rivière Pimbol laisse de tristes souvenirs dans le canton de Tamboga et de ses environs. Vous-même, vous avez vu ce que nous avons pu faire. Ça veut dire qu'en temps de pluie, nous éprouvons beaucoup de difficultés. Surtout en août, la population de Papri qui a ses frères à Tamboga ne peut pas leur rendre visite et vice-versa. Pour aller même dans les champs, pour aller à l'école pour les élèves, il y a eu des cas où même les gens sont noyés ici, où même les gens ont dû perdre leurs marchandises. Les travaux démarrent bientôt pour le grand bonheur des riverains. Nous renouvelons nos remerciements au chef de l'État et nous demandons au Tout-Puissant de lui accorder la vie, la santé, pour qu'il continue et par donner la satisfaction au peuple togolais tout entier. À quelques kilomètres de là, nous sommes dans le canton de Papri. Les réalités sont presque les mêmes. Nous avons vu des marchés qui n'ont pas pu animer parce que le marché se trouve de l'autre côté. Et nous avons vu également des femmes qui ont accouché au bord du fleuve parce qu'ils ne pouvaient pas traverser, au bord de la rivière plutôt, parce qu'ils ne pouvaient pas traverser et aller de l'autre côté pour se faire prendre en charge. Hier, nous étions à l'étape de promesse, mais aujourd'hui, notre joie est au comble quand on se rend compte que ce que le chef de l'État lui-même a dit, je le cite, nous ne laisserons personne de côté. Le ministre en charge du désenclavement et des pistes rurales, Bouraïma Kanfitine Tchedeissa, a saisi l'occasion pour rassurer les populations par rapport aux grands axes pris en compte dans ce programme du chef de l'État. L'entreprise chargée des travaux rassure également. À partir de la semaine prochaine, l'entreprise va commencer les travaux. Les plans d'exécution sont en cours, les levées topographiques sont terminées et la fin des travaux est prévue au plus tard fin juin. Il y a aujourd'hui le canton de Papri qui est en joie parce qu'il y a le marché qu'il a trouvé la dernière fois qu'il est passé. Il a décidé de faire construire ce marché. Actuellement, le chantier est en train de se poursuivre bien et aujourd'hui, c'est le comble de joie. Les riverains ont exprimé leur gratitude au chef de l'État et réaffirmé leur engagement à le soutenir dans sa politique de paix et de développement. Le ministre Kanfitine Tchedeissa les a invités à une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité en vue de relever les défis sécuritaires qui se posent dans la région.
Et plusieurs projets et programmes sociaux similaires à celui-ci sont exécutés en faveur des populations. En témoigne ce forage implanté à Adikrom, dans l'Akebou. Il est question pour le gouvernement de fournir de l'eau potable en permanence aux populations. Il a été officiellement mis à la disposition de ces populations par le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Madame Adjovi Lolognon Apedo Anakoman. Le récit de Silver Abdou. Un coup de ciseau pour officiellement rendre opérationnel ce forage réalisé au profit des populations d'Adikron dans la commune Akebou 2. Ce besoin a été identifié comme besoin prioritaire dans cette localité pour réduire les corvées d'eau aux femmes qui jadis parcourent de longues distances pour s'approvisionner à nous. Ce forage est un atout pour nous. Ça va vraiment nous aider. Nous remercions pour cela le chef de l'État pour cette action. Si aujourd'hui on vient nous remettre vraiment ce forage, c'est le lieu de remercier surtout le chef de l'État et puis le gouvernement pour tous les efforts qu'ils essaient de fournir pour l'épanouissement du peuple togolais, surtout pour l'Akebou. L'ouvrage a été réalisé par le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation pour mieux répondre aux préoccupations des populations des milieux les plus reculés visant à contribuer à leur plein épanouissement. L'accès à l'eau potable contribue à la réduction de la pauvreté et des vulnérabilités. Et la politique du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essaouzou Gnassingbé, qui consiste à ne laisser personne de côté, nous oblige à venir vers les communautés à la base pour identifier leurs besoins réels et pouvoir apporter des solutions à ces besoins. Avec l'eau dans une communauté, vous comprenez que les corvées des femmes sont soulagées. Et ça leur laisse le temps de pouvoir s'occuper d'autres activités génératrices de revenus et contribuer à leur plein épanouissement. Ce besoin en forage a été identifié lors de la célébration dans ce milieu de la journée de la femme africaine où le gouvernement a décidé la pose de la première pierre qui aujourd'hui a conduit à l'implantation de cet ouvrage pour aider les femmes dans leur quotidien. Au Togo, les populations ont de plus en plus recours au forage pour s'approvisionner en eau potable. Le système dispose d'un polytank qui permet de stocker l'eau avant son usage. L'eau, c'est la vie, dit-on. À ce titre, elle doit bénéficier d'une attention particulière dans sa conservation pour tout usage afin d'éviter les maladies hydriques. Voilà pourquoi, dans le sujet qui va suivre, nous vous proposons d'aller à la rencontre d'un spécialiste en traitement de l'eau. Il va nous dire dans un premier temps pourquoi et comment il faut entretenir son polytank. Il aborde également la périodicité de l'entretien et c'est avec Tiazinam Bagar. Plus de 17 000 forages à Lomé et autant de polytanks sur les toits. Si de nombreuses personnes font recours à l'eau souterraine pour s'approvisionner, très peu se soucient de l'entretien des installations, surtout le matériel de stockage, les polytanks. Quand l'eau arrive, vous avez de la boue, vous avez des gaz et vous avez tout ce qui va avec. En se reposant, tout ce qui est en suspension dans l'eau reste en bas. Donc, pour pallier à ça, il faudrait absolument nettoyer dans son polytank. L'autre raison majeure qui nécessite l'entretien des polytanks, c'est la présence de corps étrangers. L'un des conseils, c'est d'avoir son polytank hermétiquement fermé. Parce que quand vous avez des geckos, des cafards, des oiseaux qui défèquent là-dedans, des souris qui meurent dans votre polytank, vous ne le savez pas parce que vous ne venez pas très souvent en haut, parce que vous ne faites pas l'entretien, vous ne pourrez pas savoir. Mais tout ça, ce sont des maladies qui entrent dans votre canalisation sans le savoir, et vous vous lavez avec, vous préparez avec, vous buvez. L'entretien des polytanks ne se fait pas au hasard. Il existe des normes en termes de périodicité pour cet exercice. Les conventions demandent à ce que 2 fois par an, d'autres le font chaque 2 mois, parce qu'il faudrait remarquer aussi qu'il y a différents types d'eau. L'eau qui contient du fer attaque le polytank. L'intérieur du polytank devient tout rouge. Donc quand vous avez ce genre d'eau chez vous à la maison, il faudrait absolument que vous puissiez entretenir votre polytank pratiquement chaque 2 mois ou chaque 3 mois. Si l'entretien des polytanks ne nécessite pas de qualification spéciale, certaines connaissances sont cependant requises. Le lavage se fait avec un détergent ou un savon et une brosse. Pour nettoyer dans le polytank, on commence par l'extérieur parce que l'extérieur
contient déjà de la saleté. Après l'extérieur, on vide l'intérieur du polytank et ensuite un élément rentre à l'intérieur du polytank. Parce que compte tenu de la taille du polytank, quand on n'entre pas à l'intérieur, on ne peut pas laver le polytank. Après le premier lavage, il sort, on rince l'intérieur du polytank. Et ensuite, on met de l'eau à moitié, on met 1 litre de javel, on ferme, et là, le javel mélangé à l'eau aseptise l'intérieur du polytank pendant pratiquement une trentaine de minutes et on vide cette eau-là. Maintenant, quand vous finissez de vider cette eau-là, on remet encore de l'eau cette fois-ci. Il y a des pastilles de chlore qu'on met dans de l'eau. Les pastilles de chlore traitent l'eau en tuant les microbes. Une pastille est indiquée pour traiter une quantité moyenne de 1000 litres d'eau. L'eau, c'est la vie, dit-on. À ce titre, il est conseillé de faire appel aux professionnels pour l'entretien des polytanks afin de disposer de l'eau de qualité pour la consommation domestique. Vous savez à présent comment entretenir vos polytanks. À l'instar des autres corporations comme les médecins, les magistrats, les avocats, les greffiers et les huissiers de justice, les fonctionnaires de police ont aussi l'obligation de prêter serment avant leur entrée en service. Les nouveaux agents de police en poste dans la région de la Kara se sont soumis à cet exercice au tribunal de la localité. Ils ont juré d'accomplir leur mission comme l'exige la loi. Nestor Mouzo. Je le jure. Je jure d'obéir à la loi et à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et dans l'exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m'est confiée que pour le maintien de l'ordre public et l'exécution des lois. C'est la formule du serment prêté par ces fonctionnaires de police. Au nombre de 119 et en poste dans la région de la Kara, ils sont issus des recrutements de 2018 et 2019. Dans sa réquisition, le procureur de la République près le tribunal de Kara, Virgile Kwaku-Setekpo, a rappelé aux récipiendaires et à l'assistance le sens du serment. Il a aussi signifié aux fonctionnaires de la police que leur service est une mission noble qui requiert la dignité et la hauteur d'esprit. Après avoir reçu leur serment et avant de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions, le président du tribunal de Kara leur a aussi prodigué des conseils. Être policier, c'est d'abord, pour paraphraser Feu Général Ameyi, refuser d'être libre en tout lieu et en tout temps. Vous comprenez, si vous refusez d'être libre en tout lieu et en tout temps, ça veut dire que vous ne vous appartenez plus. Plusieurs missions vous seront confiées. Vous devez les accomplir avec abnégation et professionnalisme. Vous aurez en votre possession ce que les autres n'ont pas le droit d'avoir. Je vais parler des armes. Vous devez les manipuler, les manier avec doigté, n'en faire usage que sur autorisation expresse de votre hiérarchie. Le président du tribunal a exhorté les récipiendaires à s'approprier le statut de la police nationale et se rappeler le serment qu'ils ont prêté afin d'honorer leur corporation par les actes qu'ils vont poser. Nous sommes le dimanche 3 avril 2022. La situation de la pandémie au Covid-19 au Togo se présente comme suit. Nombre de cas confirmés, 36 945. Un nouveau cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 36 602. 10 nouveaux guéris depuis hier. Nombre de cas actifs, soit 11 et 272 décès. Des chiffres communiqués par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, le professeur Moustapha Miji Yawa. L'autisme, parlons-en, ce mal touche une personne sur 150 dans le monde. La sensibilisation autour de ce mal, c'est chaque 2 avril. Découvrons dans ce dossier le calvaire de l'autisme et comment vivre avec les personnes atteintes de l'autisme. Dossier signé Edwige Atakwa Bachabi, présenté par Chesson Dovo. En Afrique, l'autisme touche environ 80 000 naissances chaque année. Les enfants souffrant de ce handicap établissent rarement un contact visuel. Ils ne réagissent pas souvent à l'appel de leur nom et sont plus intéressés par les objets que par les gens. Moïse vit avec son enfant autiste depuis 14 ans. Pour lui, chaque jour avec son enfant est une école. Je l'ai su à partir du 8e mois après sa naissance. Dès qu'il est devant une télé,
Il n'aime pas qu'on change et c'est la même chose avec la radio. Je lui ai alors acheté une télé. Quand vous sortez, il n'aime pas voir et entrer en contact immédiatement avec le monde. Et là, il demande à rentrer à la maison. Ce que vous devez faire, sa volonté, sinon ça tourne au vinaigre. Au Togo, le centre envole est l'une des structures qui prend en charge les enfants autistes. Le centre accueille environ une dizaine par an. C'est des enfants qui n'aiment pas qu'on perturbe leur programme. Ce qu'ils comprennent, il ne faut pas dire non, ce n'est pas ça et commencer en même temps par... Il faut accepter ce qu'ils font doucement avant de vouloir proposer autre chose. Et quand vous voulez proposer autre chose, il faut voir l'intérêt de l'enfant. Ce qui peut l'intéresser, c'est ça qu'il faut mettre devant lui. Ils ne sont pas capables d'imagination, d'imitation. Donc, vous allez travailler avec tout ce qui est visuel. Tout ce qui est visuel et progressivement rentrer dans leur jeu. L'enfant autiste, il est hors lien. Il faut pouvoir réussir à créer le lien avec lui. Créer le lien avec lui, c'est peut-être à un moment que vous êtes en train de parler qui fait ces stéréotypies. Essayez de limiter un tout petit peu. Et s'il est en train de parler lentement, parlez lentement. En fait, c'est aller avec lui, avec ce qu'il vous dépose dans le creux des mains. C'est capital parce que si l'enfant, il a un certain rythme qui est très lent d'ailleurs et que vous le submergez d'un flux, d'une rapidité excessive, c'est un peu comme si vous lui faites vivre un tsunami. C'est un chaos qu'il est en train de vivre et il ne saura distinguer quelle information traiter rapidement, laquelle vient ensuite. La prise en charge peut durer toute l'existence de la personne autiste. Quel que soit l'âge et le niveau de la personne, un accompagnement précoce adapté peut aider à améliorer la situation. À ce jour, aucun remède n'existe pour guérir le mal. Nous ne savons pas de manière très précise les causes. Mais nous pouvons dire que les parents qui ont eu des enfants autistes doivent mieux se faire surveiller, surtout dans le processus des grossesses assures. Pas de prévention de l'autisme, mais la prévention des complications. Une naissance est synonyme de joie dans la famille, mais avoir son enfant renfermé sur lui-même, détaché de son environnement, un calvaire pour les parents. Le handicap qui ne doit en aucun cas être la fin. La preuve, de la rue où il mendiait, Cosme est aujourd'hui entrepreneur. Ses produits, des serpillères médicales et des chaises tissées à la main. Allons à la découverte de cet artisan avec Yata Aratem. D'aveugle mendiant à entrepreneur, c'est l'histoire de Cosme, bien habile de ses mains. Ses produits, des chaises et des serpillères médicales, des objets faits à la main. Non, le toutou a fort, les dia. Attention, allô. Si vous utilisez mes serpillères, vous éviterez la tension et les autres maladies associées. Elles vous permettent de vous remettre de la fatigue. Cosme refuse la mendicité. Son savoir-faire, il le met au profit de son métier. L'handicapé visuel veut bien vivre de son art, mais des difficultés subsistent. La principale, la vente de ses produits. Je sollicite une assistante pour écouler mes produits et vivre ainsi de mon métier. Également pour l'achat de mon matériel de travail. Cette aventure dans l'entrepreneuriat a été possible grâce au soutien de l'association Mivo Azon. On a essayé de le former à pouvoir comprendre que la mendicité ne fera pas vivre son homme, mais que c'est par son travail qu'il doit pouvoir vivre. Maintenant, on leur a aussi appris à comment travailler de sorte à ce que les gens puissent vraiment être intéressés par ce qu'il fait et pouvoir acquérir son produit. Puis on est en train de développer des partenariats pour lui, des marchés, afin que lorsqu'il produit, ça puisse être écoulé. Le mendiant devenu artisan fait ainsi de son handicap une force. Être non-voyant et entrepreneur est donc possible. Un bel exemple de résilience. Les tortues marines, des espèces de l'écosystème très menacées, la journée du 1er février les célèbre. L'association Environnement et Relève de demain a pour l'occasion mené plusieurs activités. L'apothéose de la célébration avec Christine Piteki Aloudé. Les tortues marines
Seulement 4 à 5 espèces se partagent les côtes Togo-Bénin aujourd'hui. Des espèces menacées de disparition. Les tortues qui viennent pondre sont capturées par les visiteurs des plages. Ce qui est plus grave, c'est que c'est uniquement les femelles qui viennent sur les plages. Ça veut dire qu'au rythme où les choses se passent, les femelles étant massacrées, on risque de perdre pour toujours. Les œufs pondus sur les plages sont ramassés par des braconniers. Pour la deuxième année consécutive, l'association Environnement et Relève de Demain ERD Afrique réédite son engagement à protéger les tortues. Nous avons choisi de célébrer les tortues marines pour amener les acteurs qui sont sur la plage, les pêcheurs et les maraîchers, à s'imbiber de la chose et à nous aider à protéger ces tortues marines qui sont en voie de disparition. En 6 ans, plus de 20 000 tortues bébés, 500 juvéniles et adultes ont été sauvés. Plusieurs partenaires encouragent l'initiative. Les ministères de l'Environnement et de l'Économie maritime également. J'ai été moi-même il y a quelques mois témoin sur cette même plage de la relâche de tortues marines à la mer, ce qui prouve le sérieux de votre action et l'action d'une association citoyenne désireuse d'accompagner le gouvernement dans sa politique. De la parole aux actes, aujourd'hui 115 tortues bébés soigneusement protégées retrouvent leur habitat naturel. Un geste fort qui incite à protéger notre écosystème. Je vous amène à présent dans la préfecture de Vaud, précisément à Yoronou. Un géant marteau de plus de 19 tonnes y est implanté. C'est un légendaire village de forgerons. Petits et grands s'adonnent à cœur joie à ce métier. Antoinette Romao-Vovor pour cette découverte. À en croire les témoignages, 7 têtes de marteau sont forgées et installées dans le monde. En Afrique, seul le Togo a eu la chance de voir implanter sur son sol ce géant marteau. Et depuis, la légende fait de Yoronou un village de forgerons. Le métier impose son nom à ce village de plus de 600 âmes. Ici, on travaille le fer, un héritage transmis de génération en génération. Tous les habitants de ce village savent bien forger, une tradition jalousement sauvegardée. J'ai fabriqué le gond. Nous achetons le fer. Je peux faire 6 gonds dans la journée que je revends. Et ce travail m'a permis de s'occuper des besoins de ma famille, d'être épanoui. Nous achetons les instruments fabriqués chez les forgerons de Yoronou et nous allons les revendre dans d'autres villages. Je suis veuve et c'est ce commerce qui me permet de nourrir mes enfants qui ont évolué aujourd'hui dans leurs études. Allez sous Somabé. Ce octogénaire est à la fois vendeur de fer et forgeron depuis son bas âge. Nos parents ont souffert pour trouver des fers, parce qu'il n'y avait pas d'usine de fabrication de fer. Notre ancêtre, qui avait créé le village, travaillait depuis son enfance le fer. Yoro veut dire le lieu du travail, l'atelier ou bien la forge. Et les gens, à l'époque, pour aller dans le village, disaient « Je vais à Yoronou. Je vais à l'entrée de la forge. » D'où le nom Yoronou attribué au village. La légende raconte que ce marteau de plus de 19 tonnes est une initiative de l'Allemand Andreas Rimkus. Et c'est en 2006 qu'il a été installé à Yoronou. 4 forgerons dont je faisais partie de la délégation, on était tous allés en Allemagne pour une durée de 3 mois. Puisqu'il est vraiment ému de notre travail, il a promis qu'il va essayer de grandir le petit modèle que nous lui avons fabriqué ici. Là, ça devient un symbole. L'arbre représente la manche du marteau. Le soufflet que nos ancêtres utilisaient, c'était le soufflet physique, un soufflet traditionnel. Voilà. Et maintenant, nous voulons moderniser ce soufflet-là
Et s'il y a l'électricité, ça va nous faciliter un peu le travail. Plus qu'un métier, la forge est une identité reconnue aux hommes et femmes de cette partie du Togo. D'après les récits, ces arbres vont grandir et dans 200 ans à peu près, chaque marteau aura sa manche. Un véritable patrimoine à sauvegarder. Retour à Lomé où le marché international de l'artisanat du Togo, Miato, s'achève ce dimanche. Il a été marqué ce vendredi par une soirée culturelle en filigrane, un défilé de mode. Allons à la découverte de ces créations riches en couleurs avec Eli Agba Nyadao. Devant ce public, les talents des stylistes présents sur le site Miato révélés. Chaque robe, chaque modèle est une véritable œuvre d'art, une créativité réussie. Le spectacle de ce soir a été riche en couleurs et spécialement en création, grâce aux entrepreneurs qui ont su avoir des idées, concevoir des modèles pour nous. La foire Mianton de cette année, c'est une foire qui a été bien réussie. La foire est juste waouh, sans parler du podium. Un événement spécialement consacré aux stylistes et maisons de mode. Ils sont dans la création de mode. Ces artisanes et artisans défendent le rêve d'un concept panafricain. C'est l'Afrique qui est ici représentée à travers ce défilé de mode. La deuxième édition de Miato est une réussite. Les gens sont sortis aussi massivement. Donc ça fait plaisir. C'est un bon spectacle. Et puis tout le monde s'amuse bien. On a fait aussi des visites avec la famille, les amis. Ce que j'ai plus apprécié, c'est le défilé des mannequins. J'ai aimé le spectacle qui se passe actuellement sur le podium avec l'arrivée de Centrinos. Il y a beaucoup de monde qui sont là-bas et ça a été un grand succès. La soirée s'est bien passée, c'est une belle soirée, il y a plein de visiteurs, c'est une belle soirée, j'ai aimé le défilé de mode, plus la chanson, l'artiste qui est en train de passer, Centrinos Raphaël, je l'ai beaucoup aimé, c'est mon fan. La mode africaine, ambassadrice de la culture africaine à travers le monde. Les acteurs de ce secteur doivent redoubler d'efforts et de créativité afin de faire valoir leur génie créateur. Un voyage littéraire pour la suite avec comme guide le docteur Assogba Gezere, enseignant-chercheur à l'université de Kara. Il vient de dédicacer son ouvrage « Les taxis-motos dans les villes d'Afrique subsaharienne, l'informel en question à Lomé ». Alors, qu'est-ce qui explique l'essor spectaculaire de ces taxis-motos? Suivez ce reportage de Nestor Mouzo. Publié aux éditions L'Harmattan, l'ouvrage « Les taxis-motos dans les villes d'Afrique subsaharienne, l'informel en question à Lomé » est un document scientifique de 374 pages subdivisé en 3 grandes parties. Chaque partie comporte 2 chapitres. L'ouvrage consacre 20 ans de recherche du docteur Assogba Gezere, recherche qui a consisté à explorer les causes du phénomène des taxis-motos, à analyser la génération de ces taxis-motos, les problèmes qu'ils engendrent et leur part dans l'économie. La crise urbaine qui est doublée de la crise sociopolitique, qui sont les 2 contextes dans lesquels les taxis-motos sont apparus, même si dans certains pays, c'est les raisons économiques et les raisons sociales qui l'expliquent. Donc voilà un peu le contexte. Les taxis-motos posent des problèmes sérieusement, le problème d'accident, le problème d'insécurité dans la ville, parce que non seulement ils causent des accidents, mais ils sont utilisés par des criminels, des bandits pour faire des vols à dos de moto, etc. Donc c'est des problèmes sérieux et les taxis-motos ont constitué une source de revenus plus importante, aussi bien en générant des ressources directes pour les conducteurs que des ressources indirectes à tous ceux qui travaillent tout autour. Ils payent les impôts, ils payent les taxes. Les taxis-motos dans les villes d'Afrique subsaharienne, l'informel en question à Lomé, est un document destiné surtout aux étudiants, aux enseignants-chercheurs et aux spécialistes qui veulent des informations pour soutenir leur travail. Ce que nous pouvons retenir de l'ouvrage, c'est que le phénomène des taxis-motos prend sa source dans le fait qu'il y a eu une prolifération des villes et c'est
pour cela que le phénomène de Z-Média est apparu comme une réponse donc à un problème urbain. C'est un ouvrage au plan scientifique avec une démarche rigoureuse et qui débouche sur des résultats édifiants. L'auteur Asogba Gezere est né le 31 décembre 1970 à Dacha. Après son bac A4 obtenu en 1994, il entre à l'Université du Bénin, actuelle Université de Lomé, au département de géographie, d'où il sort nanti d'une maîtrise. En 2008, il soutient sa thèse de doctorat. Il est actuellement maître de conférence à l'Université de Kara. Il fut entre 2016 et 2021 doyen de la faculté des lettres et sciences humaines dans cette université. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe de réalisation. Bonne fin de semaine chez vous et à très bientôt.